BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end, votre dose d'actu tech sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01net.com, sur 01 TV, sur les box et puis aussi le dimanche matin sur BFM Business, à la radio, à la télé, le hashtag DQJMM bien sûr. Si vous voulez nous suivre avec un De quoi je me mêle qui va faire la part belle à toute l'actualité de cette semaine qui a été plutôt chargée, on va parler d'Apple, on va parler de l'appli Tous Anti-Covid, de vote électronique, de cet essai de Twitter qui propose des options payantes, de Facebook aussi qui va sortir son service à la Clubhouse. Bref, toute l'actu tech de la semaine, c'est maintenant et c'est De quoi je me mêle. Merci d'être là et bienvenue. Et c'est donc le club de la presse IT avec nos deux experts qui sont là cette semaine. J'accueille Frédéric Bianchi. Bonjour. Frédéric, journaliste à BFM Business, et puis Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François. BFM Tech, tous les deux. Grâce à vous, on va commenter toute l'actualité de cette semaine. Je le disais, une actu très riche et qui a eu un rebondissement il y a quelques heures, puisque je vous rappelle que nous enregistrons ce De quoi je me mêle en ce jeudi matin. C'est John McAfee, le gourou de l'antivirus qui avait complètement révolutionné ce monde-là dans les années 80 et 90. On vient de l'apprendre, s'est suicidé. Alors, qui veut commencer sur ce sujet qui est tombé il y a quelques heures? Peut-être Raphaël, un mot là-dessus? Oui, pour recontextualiser, donc il était dans une prison espagnole à Barcelone. Il était inculpé, notamment soupçonné de fraude fiscale. Et en fait, il venait d'apprendre qu'il allait être extradé aux États-Unis. Donc a priori, ça peut être lié, mais pour le moment, évidemment, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations là-dessus. Après, revenir sur la vie de John McAfee, je pense qu'il faudrait faire 8 émissions de suite, mais c'est vrai que ça mériterait une bonne série Netflix, parce que alors, d'ailleurs, il avait vendu ses droits pour un documentaire. Alors, je ne sais pas si c'était Netflix, mais c'est pas Netflix, mais il avait vendu ses droits pour un documentaire dont il n'avait pas déclaré les revenus, et c'est pour ça qu'il était, entre autres, poursuivi par la justice américaine pour évasion fiscale. C'est la fin un peu d'une aventure rocambolesque, dramatique aussi, pour le créateur de l'antivirus. C'est un personnage très sulfureux, comme le disait Raphaël. Il a tout connu, la drogue, l'alcool. Il a été suspecté de meurtre à Belize en 2012. Il y a un voisin qui a disparu, qui a été assassiné. On a un temps pensé que c'était lui. Il a été blanchi, bien sûr, mais voilà, il y a beaucoup de soupçons qui tournaient autour de ce personnage, qui a quelqu'un d'assez sulfureux et donc voilà qui finit sa vie dans une prison barcelonaise, suicidé d'après le directeur. Alors j'aime bien de la parce prison. que le responsable de la prison a déclaré apparemment il s'est suicidé. Donc alors pour ça écarter va laisser une mort naturelle, je suppose. Voilà, il risque d'y avoir autour de lui des nuages complotistes qui pourraient. C'est déjà le cas. Ça a vite réagi parce qu'en fait, alors je crois que sur son compte Instagram déjà, il y a eu la publication de la lettre Q. En référence au QAnon, parce qu'en fait, McAfee, quand même, il faut rappeler ces derniers mois, ces dernières années, on va dire qu'il cristallisait un peu tout ce qui excite, alors pas que la complosphère, mais ce qui excite en général les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'était quand même un énorme promoteur des crypto-monnaies. Notamment, il s'était exprimé sur la mort de Jeffrey Epstein en prison, où il sous-entendait qu'il ne s'était pas vraiment suicidé, ce qui quand même fait assez donc dramatiquement. on rejoint un peu le complotisme. Voilà, il expliquait qu'il avait énormément de fichiers, de dossiers extrêmement compromettants sur la CIA, donc il y avait tout un écosystème un peu complotiste. Et là, sa mort depuis quelques heures, on a même eu des tweets, je crois, de Francis Lalanne pour vous dire où on en est. Sur la question, sur le fait que Francis Lalanne qui a un logiciel antivirus McAfee sur son ordinateur. Il y a sûrement un logiciel antivirus. Il tourne encore sous Windows 95 d'ailleurs. Oui, mais je crois que Francis Lalanne lui-même tourne sous Windows 95. Bon après ça c'est un autre débat. Mais c'était intéressant de voir. Bon alors c'est une vie qui est vraiment sulfureuse, chaotique. Un gars qui était un génie des mathématiques, parce qu'à l'époque... Oui, ça reste à la base un génie. Un génie des maths, qui a créé donc cette suite de logiciels McAfee, qui après a été lourdement décriée parce que en fait, elle faisait des choses sur son ordi qui étaient
peu recommandable. Elle a installé des pubs, des malwares. Enfin, je crois qu'on a tout connu avec les logiciels antivirus de McAfee. Et puis, c'était devenu aussi un gourou des crypto-monnaies, tu le disais tout à l'heure. Hein. Il n'hésitait pas à dire que grâce aux cryptos, il gagnait plus de 2000 € par jour. Enfin, voilà. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, hein, McAfee. Hein. Oui, qui avait beaucoup d'argent. Après, c'est vrai que c'est une personnalité. On peut se demander aussi dans quelle mesure il a pas tout dépensé aussi. Oui, c'est quand même ce type de personnalité où ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de revenus, mais ils doivent avoir aussi beaucoup de dépenses. D'ailleurs, là, récemment, il y a quelques jours, il me semble, il avait tweeté, parce qu'en fait, il tweetait énormément. Notamment, il a une équipe, évidemment, pour tweeter, que tous ses biens avaient été saisis et qu'il était ruiné, qu'il n'avait plus rien, qu'il n'avait pas de crypto caché. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, il revendiquait le fait d'être investisseur en crypto, et à la fois, il faisait en fait de la promo. C'était une forme d'influenceur quelque part, il faisait de la promo pour les cryptos, et c'est vrai que sur Twitter, c'est quand même 1 million d'abonnés à McAfee. Donc c'est une vraie personnalité. Je pense que il cristallisait une fascination quand même. Hein. En fait, il avait tout un univers qui a de quoi cristalliser toutes les passions, à la fois sur les cryptos, à la fois sur les complots, sans vouloir évidemment lier les deux, hein, ça n'a évidemment rien à voir, mais il cristallisait ces deux univers autour de lui. Donc c'est vrai que et quand on regarde, si on remonte son fil Twitter, c'est un personnage presque de fiction, et qui était un peu barré, pour dire les choses aussi simplement, un peu punk, et très, très décrié aussi. Et puis sur les cryptos, il était un peu dans cette zone grise où on communique sur les réseaux sociaux en faisant la promotion d'actifs, hein, qui possédait, donc qui pouvait potentiellement lui faire gagner de l'argent, un petit peu comme Elon Musk, on ne sait jamais vraiment si c'est du délit d'initié, pas du délit d'initié. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai qu'on est dans un nouveau paradigme très complexe, et McAfee était vraiment au cœur de cette zone grise. Alors, il était poursuivi pour avoir omis de déclarer des millions de dollars de revenus. Hein. Il avait des yachts, des maisons, etc. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, il criait à qui voulait l'entendre qu'il était ruiné, simplement aussi pour dire, et pour faire passer le message aux US qu'il n'avait plus d'argent et que ça ne servait à rien de... Il y avait un intérêt juridique. Voilà, de l'attaquer parce qu'il n'allait pas payer ses impôts. Bon, enfin bref, on y reviendra sans doute, parce que c'est vraiment une personnalité étonnante. Et à ce sujet, je vous invite à regarder une vidéo du youtubeur Squeezie, qui est sorti il y a 2 semaines de ça, et qui dure une 20aine de minutes et qui est passionnante. Et Squeezie a ce talent de bien raconter cette histoire, en fait, de ce personnage sulfureux. Donc je vous invite à aller la regarder. Dans l'actu aussi cette semaine, eh bien, les nuages s'amoncellent au-dessus de la tête d'Apple, mine de rien. Hein. Alors ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais là, ça commence à être un petit peu lourd. Alors avec à la fois cette communication de la part d'Apple concernant eh bien, la légitimité de l'App Store, parce que vous savez que c'est le gros débat du moment. Hein. Faut-il avoir un App Store alternatif, en fait, sur votre iPhone, hein, pour sortir, en fait, de cette bulle très protectrice, voire même un peu opaque d'Apple, pour télécharger des applications, un peu comme on peut le faire sur Android. Hein, Raphaël, bien sûr. On peut passer par Google Play, mais il suffit des App Store, des magasins d'applications tiers, alternatifs. Il suffit même de cliquer sur des liens pour pouvoir télécharger des APK, en fait, hein, comme on dit, sur Google. Donc ça, c'est la première partie. Puis il y a aussi cette fameuse loi antitrust qui aussi bouscule alors Apple, mais aussi tous les autres GAFA, hein, les Apple, les Google, bien évidemment, les Amazon, etc. On commence peut-être par ce problème plus européen, hein, de l'App Store. C'est intéressant parce que nous-mêmes, journalistes, on a été sensibilisés par Apple cette semaine, hein, pour dire, voilà, attention, l'App Store, aujourd'hui, c'est un gage de sécurité pour tous les clients d'Apple. En fait, il y a ce moment de communication a été orchestré par Apple, c'est vrai. En fait, ça a commencé avec l'intervention de Tim Cook à Vivatech la semaine dernière, qui était d'ailleurs, j'ai trouvé assez intéressante, où il s'est très clairement en fait attaqué donc au projet de régulation européenne, donc le Digital Market Act. Donc c'est un projet de régulation anticoncurrentielle, donc qui vise notamment les géants du web et donc Apple. Et c'est vrai que Tim Cook, alors il était en visio, il a expliqué que dans ce DMA, le Digital Market Act, il y avait un projet de forcer en fait le sideloading. Donc c'est-à-dire le sideloading, c'est de forcer en gros les fabricants de smartphones, donc en fait Apple et Google, à proposer une autre façon de télécharger une application que leur propre magasin d'applications. Et donc en fait ça ne vise qu'Apple puisque Google le permet déjà. Après, ce qui est quand même assez étonnant, et donc là effectivement comme tu le disais, il y a eu
des calls avec la presse. Il y a eu ce document qui a été publié hier matin pour le grand public, qui est aussi destiné au grand public, hein, c'est pas du tout un truc spécialement pour la presse, pour expliquer à quel point c'est important de conserver l'exclusivité de l'App Store, notamment pour 2 raisons, et qui sont 2 raisons très chères à Apple, la sécurité et la vie privée, qui sont évidemment, très liés. Les 2 chevaux de bataille mais qui sont les 2 chevaux de bataille d'Apple, et qui sont totalement recevables. Alors, il y a 2 petites choses. Déjà, quand on regarde les projets dans le Digital Market Act, c'est pas toujours clairement évoqué, donc je me demande si c'est pas en préventif qu'Apple fait ça, mais après c'est un sujet, donc voilà. Après, il y a aussi autre chose, c'est que sur la partie sécurité données personnelles, je pense que vous ne trouverez pas un seul spécialiste au monde qui va contredire Apple. C'est évident que quand on est sur l'App Store, tout est contrôlé en amont. On est grosso modo, il y a évidemment toujours des exceptions, il y a toujours des même trous dans la raquette. Partie sécurité, hein, mais l'écosystème les deux. iPhone, c'est relativement plus sûr que l'écosystème on PC estime, de l'époque. Apple a cité à un moment, Tim Cook parlait de entre 7 et 15 fois moins de malware que sur Android. Alors c'est toujours difficile à estimer, mais évidemment que grosso modo, l'iPhone est bien plus sécurisé qu'un smartphone Android. C'est vrai, que ce soit sur la partie malware et que ce soit sur la partie données personnelles, parce que c'est vrai que sur l'App Store maintenant, et en plus depuis maintenant quelques mois, on a beaucoup plus d'informations en bas des fiches des applications sur toutes les autorisations et l'utilisation des données. Et puis, donc, tout ça est très contrôlé, et c'est vrai, l'argument d'Apple de la sécurité des données personnelles, personne ne peut le contredire. Après, il y a un autre élément où là, on peut davantage peut-être le contester, c'est après tout, pourquoi ne pas laisser le choix ? Puisque autoriser ce qu'on appelle le sideloading, donc télécharger une application d'ailleurs, bon, on achète un smartphone, on peut se dire, moi, soit je choisis de rester chez Apple, ce qu'en fait, 99% des gens feront, puisque sur Google aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise le Play Store. Oui, évidemment, il y a quelques geeks, il y en a certains qui vont télécharger des APK ou passer par des autres stores. Mais ça ne change pas sur Google, grosso modo, les gens utilisent le Play Store, donc ce sera pas, ça ne changera pas fondamentalement les choses pour Apple. Et c'est vrai, et d'ailleurs, c'est l'argument qui leur est rétorqué assez souvent, c'est dire, oui, vous avez raison, sur l'App Store, franchement, moi je recommanderais à tout le monde d'utiliser l'App Store, et moi-même j'utilise l'App Store, et jamais j'utiliserai un autre magasin d'applications, peut-être un jour pour une application très précise, mais ça m'étonnerait. Mais après tout, pourquoi ne pas laisser le choix ? Au même titre que leur argument, c'est de dire, je laisse le choix avec iOS 14.5 d'accepter ou non d'être traqué. Oui. Et leur grand argument, c'est de dire... C'est là qu'il y a un paradoxe, en fait. C'est de dire, on veut laisser le choix, mais par contre, pas pour l'App Store. Et c'est là où, forcément, on se dit qu'il y a un argument économique. Forcément. Oui, l'argument de sécurité, juste, on va rappeler quelques chiffres. Apple dit, on valide chaque semaine 100 000 applications. 100 000 applications par semaine. On a des process automatisés bien rompus là-dessus. On a une équipe de 500 experts qui vérifient tout ça. Donc, est-ce que des concurrents seraient capables de mettre les moyens qu'on a mis, d'avoir notre expertise en la matière ? On ne pense pas. Donc, risque sur votre téléphone. Ça, ce sont les arguments d'Apple qui sont entendables et qui sont certainement recevables. Il y a eu des trous dans la raquette quand même. On se souvient qu'il y a eu des applications. Évidemment. Même dans l'App Store. Mais c'est vrai que 100 000 par semaine. C'est très peu par rapport à... 100 000 par semaine, évidemment. Ça fait des milliers par seconde, certainement. Donc oui, il y a toujours des trous dans la raquette. Après, c'est une question... C'est un débat quasiment philosophique. Est-ce que l'iPhone, c'est un produit privé ou public, finalement ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la concurrence sur l'iPhone ? Voilà, dans la rue, on a le choix entre plusieurs magasins. Est-ce que dans l'iPhone, on doit avoir le choix entre plusieurs magasins ? L'antitrust américain, quand il y avait les grands procès Microsoft de la fin des années 90, début 2000, avait tranché en disant non, eh bien, vous êtes tellement puissant que vous devez vous ouvrir à la concurrence. C'est pas vous, c'est pas Windows, ce n'est pas Microsoft. À l'époque, c'est une place publique sur laquelle doivent pouvoir s'exprimer toutes sortes d'acteurs. Et Apple, à mon sens, ne pourra pas y couper. Google l'a fait en ouvrant. Voilà, il n'y a plus seulement le Play Store. Donc Apple, à mon avis, ils ne pourront pas y couper et devront ouvrir. À mon avis, l'argument qui peut être entendu, je pense, c'est sur la part de marché, parce que la part de marché d'Apple n'a rien à voir avec la part de marché de Microsoft dans les années 90.
90. Apple, c'est l'un des premiers vendeurs de smartphones, mais enfin, c'est des parts de marché. Je veux dire, en France, c'est 20%, ça fait quand même plus d'1 milliard d'utilisateurs d'iPhone au monde. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, à mon avis, ils vont jouer là-dessus. Non, mais c'est pas l'argument, c'est pas mon argument, mais je pense que c'est l'argument sur lequel ils vont jouer aussi. Après, est-ce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est en achetant un iPhone, est-ce que je peux avoir la liberté de faire ce que je veux avec ? C'est ça finalement la question la plus importante. Est-ce que c'est ce que tu disais, si je veux rester dans le monde d'Apple et dans ce monde verrouillé, sécurisé, etc., je peux le faire, mais est-ce que je ne pourrais pas avoir le droit aussi de sortir de ce monde-là si je le désire, en connaissance de cause? Après, leur argument, d'ailleurs, c'est ça leur argument, c'est dire non parce que le choix, vous l'avez avant. C'est-à-dire, en gros, vous voulez cette liberté, allez chez Android. C'est ce qu'ils disent. Non, mais voilà, c'est leur argument. Après, moi, je ne vais pas juger si c'est recevable ou pas, mais c'est vrai que c'est leur argument de dire ce choix, en fait, soit vous entrez chez nous avec notre écosystème et notre protection, on vous protège, soit vous allez ailleurs. Mais encore une fois, et là, beaucoup l'ont fait remarquer, sur un Mac, on peut, sur un MacBook ou un iMac, bien sûr, on n'est pas obligé de passer par le Mac Store. On n'est pas obligé de passer sur le Mac Store. Après, ce qu'ils répondent, eux, c'est dire oui, mais enfin, il y a 10 fois plus d'iPhone, il y a beaucoup plus d'iPhone que de Mac, donc c'est pas le même enjeu. Mais c'est compliqué, ça va être compliqué. En fait, derrière, la question, c'est surtout à partir du moment où je m'abonne à une application depuis un App Store, un magasin d'applications tiers, Apple va aussi peut-être perdre sa commission de 30%. Mais je pense qu'il y a aussi des conséquences économiques énormes. Mais non, c'est le principal. C'est pour ça que Tim Cook bataille ferme. Ça vous dira que demain, on pourrait avoir Fortnite sur l'iPhone, par exemple. En fait, le truc, c'est que tout s'effondrerait pas, je pense, parce que grosso modo, les gens continueront à utiliser à 99%. Mais qui dit que dans 10 ans ou 15 ans, ça il y a un risque. En fait, ça ouvre une brèche. Exactement, ça ouvre une brèche qui, à court terme, ne changera rien, mais qui, tu as raison, sur 10-15 ans, on ne sait pas. Par exemple, justement, il y a le cas Fortnite. Ce qu'aurait fait Fortnite, c'est proposer... En fait, il aurait communiqué en disant, écoutez, vous voulez télécharger Fortnite, allez sur tel magasin. Le risque d'Apple, là, ça aurait été quoi ? Ça aurait été que Fortnite serve à populariser un autre magasin d'applications. Tout à fait. En fait, ce serait devenu un produit d'appel d'un autre magasin d'applications. Bien sûr. Intéressant, tout ça. On vit une période vraiment passionnante. Ça prendra sans doute des mois, voire des années. Et puis, Alors, il y a les lois antitrust aux États-Unis. Ça fait 1 ou 2 ans pour le DMA. Ça va arriver assez rapidement. C'est ça. Les lois antitrust américaines, alors c'est autre chose, mais c'est autre chose. Ça ressemble quand même pas mal. Donc, Apple et tous les GAFA sont visés par ces lois antitrust aujourd'hui au Congrès américain. Pour Apple, ça consisterait, alors c'est pas l'App Store en particulier, mais ce sont toutes les applications préinstallées. D'après, si la loi est validée, Apple devrait vendre des iPhones avec son OS, mais rien d'autre dessus. Il pourrait plus avoir les applications préinstallées, il pourrait plus avoir Safari, les mails et tout ça, toutes les applications de l'écosystème Apple. C'est un petit peu comme là, on se retrouve un peu dans la problématique Microsoft des années 2000, où Microsoft a été condamné et a dû offrir la possibilité à ses utilisateurs de télécharger d'autres navigateurs sur Internet, par exemple. Là, Apple, ce serait la même chose. Et là aussi, Apple est très inquiet, pour des questions économiques aussi. Tim Cook fait le forcing, appelle Nancy Pelosi, la présidente des démocrates au Congrès, pour faire pression là-dessus en disant non, vous ne pouvez pas faire ça, notre écosystème est sûr, quand les gens achètent un iPhone, c'est pour avoir nos applications. Donc il y a vraiment une bataille là-dessus aussi, qui est même encore plus large que le DMA européen, parce que ça concerne toutes les applications. Et puis il y a un mélange un peu de RGPD aussi dedans, parce que par exemple, il y a la question de la portabilité des données. Ça, la portabilité des données, ça avait été déjà un peu tranché, même largement avec le RGPD. Et donc c'est vrai que les lois antitrust américaines, c'est un mélange entre un peu de DMA, de RGPD, mais en fait, si on regarde au niveau global, on est en train quand même d'entrer dans un nouveau paradigme, et c'est ça qui est intéressant. Si on dézoome un peu, si on regarde de façon plus large, on a eu grosso modo les États contre les GAFAM. C'est ça, c'est-à-dire que les années 2000, la préparation de tout ça, Internet, les années 2010, l'explosion des GAFA et du smartphone. Et le silence des États. Voilà, et maintenant la question c'est est-ce que la décennie 2020 va pas être celle de la régulation ? Et ce qui est intéressant quand même, c'est que le modèle de toute cette tendance, c'est l'Europe finalement. Parce que les États-Unis sont en train de s'inspirer de l'Europe. Et alors, je ne sais pas si c'est une fierté, mais on n'est pas forcément très fort dans certains domaines, notamment... On est les champions du monde des arbitres. Mais voilà, exactement, et on s'est très bien régulé, mais quelque part c'est aussi un savoir-faire. On n'a pas de bons joueurs, mais on a de bons arbitres.
Oui, mais c'est important. Oui, mais c'est important aussi les arbitres. Un arbitre peut faire que le match soit bon ou soit mauvais. Tout à fait. Et parce que ça serait bien d'avoir un ou deux bons joueurs aussi quand même à choisir. Oui, non, mais évidemment. Mais n'empêche que ça montre que l'idée de la régulation à l'européenne n'est pas complètement déconnante et que ça peut être aussi un vrai atout pour les utilisateurs. Et donc, je suis curieux de voir que c'est cette décennie 2020. J'ai l'impression que va être celle de la régulation. Alors, juste une chose sur cette loi antitrust, par exemple, elle a comme projet d'interdire à ces GAFA de racheter d'autres boîtes. C'est-à-dire qu'il y a toute des muselières qui sont mises en place pour empêcher en fait l'hégémonie de ces boîtes-là. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Vous vous rendez compte si demain on démantèle Facebook, si Facebook est obligé de vendre Instagram ou WhatsApp parce que une autorité décide que c'est trop gros. Mais c'était une question qui paraissait hallucinante et qui paraissait être de la science-fiction il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Et maintenant, on regarde ça différemment. C'est très banal de se demander s'il faut démanteler les GAFA. Aujourd'hui, vous avez plein de politiques de premier plan en Europe, aux États-Unis, qui parlent de démanteler les GAFA. Mais parce que quand on voit qu'Amazon rachète MGM, Amazon va diffuser la Ligue 1, on se dit... c'est vrai, après tout, en plus c'est Prime et en plus Amazon vend des produits, vend ces mêmes produits concurrents, s'inspire de certains produits pour ensuite vendre ces produits concurrents. Quand on voit, évidemment, Apple aussi sur l'App Store, il y a des applications, il y a le cas Apple Music versus Spotify. Évidemment que c'est un peu normal que ces questions commencent à se poser et c'est légitime. Et Facebook... quand on voit les mails internes de Facebook lors du rachat d'Instagram, où évidemment Instagram c'est capital pour Facebook aujourd'hui, mais quand ils l'ont racheté, c'était surtout Zuckerberg qui disait en interne on va peut-être un peu tuer dans l'œuf ce concurrent-là, parce que sinon il va nous faire de l'ombre. Et donc les rachats pour grossir, c'est autre chose que d'un rachat pour tuer un concurrent. C'est pas la même chose. Alors, sauf que les lois antitrust, quand même, au départ, elles ont été créées pour 2 choses. D'abord, en considérant que les monopoles étaient nuisibles au développement économique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça empêche des entreprises d'émerger. On a vu dans les réseaux sociaux, on a vu TikTok arriver. Dans le commerce, il y a plein de concurrents d'Amazon aussi dans la livraison de repas, des choses comme ça. Uber a pu émerger. Donc malgré ces monopoles-là, la concurrence arrive. Alors oui, il n'y a pas d'autres réseaux sociaux Facebook, mais voilà. L'autre chose des lois antitrust, c'est le prix. C'est en cas de monopole, les consommateurs vont être lésés parce qu'ils vont payer plus cher. Or, en l'occurrence, ces services-là, les réseaux sociaux, notamment Google, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, la contrepartie, c'est l'exploitation des données privées. Mais c'est vrai que sur ces 2 arguments-là, qui sont la base un petit peu de toutes les condamnations et de toutes les lois antitrust américaines, eh bien, elles n'ont pas vraiment de prise. Ce sont ça les arguments aujourd'hui des GAFA. C'est de dire, Amazon dit, vous nous dites qu'on est des géants, mais par rapport aux vraies grandes chaînes de supermarchés, on est petit. Et les autres vont dire, le consommateur n'est pas lésé puisqu'on ne le fait pas payer. Et la concurrence existe. C'est vrai qu'on voit émerger des Clubhouse, des TikTok, des entreprises qui prennent du temps d'attention des utilisateurs. Donc voilà, ça sera quand même assez difficile de démanteler des groupes qui, a priori, n'ont pas étouffer l'écosystème, même s'ils rachètent, même s'ils sont puissants, même si on voit Amazon qui arrive dans la Ligue 1, tout ça, c'est vrai, mais il y a des bases juridiques qui paraissent un peu légères, en tout cas, pour conduire à des démantèlements. Après, moi, quand même, je suis pas complètement d'accord, parce que tu parles des utilisateurs, par exemple pour Facebook, tu parles des utilisateurs, mais les clients de Facebook, ce ne sont pas les utilisateurs, c'est les annonceurs. Oui. Or, les annonceurs, eux, ils payent. Ils payent bien. Et quand on arrive aujourd'hui dans un monde, quand je suis annonceur d'une boîte, je veux faire une campagne publicitaire, j'ai Facebook, la campagne, c'est Facebook, Instagram, maintenant WhatsApp et tout cet écosystème. Est-ce que j'ai le choix aujourd'hui entre Facebook et Google quand je fais une campagne publicitaire? Et finalement, le client, c'est pas moi le client, c'est l'annonceur. Après, il reste Snapchat, il reste TikTok, qui sont puissants aussi. Bien sûr, mais la question, je pense, quand on se pose la question du paiement et du client, il faut regarder du côté de l'annonceur. Le monopole, mais est-ce que c'est pour défendre les annonceurs ou pour défendre les citoyens, le grand public? Voilà, c'est a priori, c'est le grand public qui est censé être défendu par ces lois-là. C'est lui qui est lésé. Alors les annonceurs peuvent l'être aussi, et ces lois sont là aussi pour les protéger. Mais c'est vrai que l'annonceur, comme tu disais, il y a TikTok, tout ça. TikTok fait payer très très cher d'ailleurs les annonceurs, je crois encore plus cher que tous les autres. Donc aujourd'hui, on est annonceur, on a la possibilité d'aller ailleurs que sur Facebook, même si c'est vrai que c'est très difficile. Mais après, moi, sur le fait d'étouffer un peu l'innovation, alors, il y a plein de boîtes qui se créent, oui, c'est vrai. N'empêche qu'aujourd'hui, quand il y a une appli qui se crée, on pose toujours une question.
est-ce que la fonction que tu mets en place, quand est-ce qu'elle va être copiée? Quand est-ce qu'elle va être imitée par Google, par Facebook, par Apple, et à la seconde où ce sera, tu seras mort. Et quand le dernier exemple en date, c'est Clubhouse. Clubhouse, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Exactement. Et donc ça, à partir du moment où on se pose systématiquement la question, c'est que quand même, à partir du moment où on peut être tué comme ça en une nuit, quasiment, de développement, si on a une super idée, ça pose aussi un petit problème. Oui, juste un exemple, on revient sur la WWDC d'Apple. Quand Apple décide de sortir une appli météo hyper chiadée, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on va avoir une super appli météo, elle tue dans l'œuf, en fait, toutes les autres applis météo, en tout cas une grosse partie, qui proposaient la même chose et qui vivaient de la publicité. Apple va proposer la même chose. Et des exemples comme ça, on en a plein. Il y en a à l'appel, chez Apple, chez Google, parce qu'évidemment, il y a aussi plein de fonctions qui sont intégrées. Et en même temps, moi, je me place du point de vue de l'utilisateur, avoir une super appli météo gratuite, comprise dans le prix, on va dire. Et ça, c'est quand même intéressant. Avoir des fonctions, je sais pas, avant, il y avait des applications pour enregistrer l'écran. Avec activer de la pub, maintenant il y a les fonctions intégrées sur iPhone et sur Android, même si tous les fabricants l'ont pas encore mis. C'est quand même bien de l'avoir en propre. C'est vrai que plutôt que passer par une appli qui a du coup accès à l'enregistrement de mon écran qui va me diffuser de la pub, je préfère l'avoir sur iOS ou sur Android. C'est une question de brevet, finalement. Est-ce qu'on peut empêcher Apple de lancer une nouvelle appli météo? Est-ce qu'on peut empêcher Facebook de faire des vidéos? Est-ce qu'on peut empêcher Instagram de faire des stories? Alors si des brevets ont été déposés, oui, mais sinon, est-ce qu'on peut les empêcher on peut peut-être les soupçonner d'avoir quand même un statut hégémonique et se dire, tiens, je regarde dans tout mon écosystème les applis qui marchent bien, tiens, cette appli météo, je vais peut-être la copier et je vais l'intégrer dans mon OS. La différence, c'est ça le truc. La différence, c'est qu'Apple, je suis pas en train de dire qu'ils le font. Non. En tout cas, c'est quelque chose qui peut exister. Alors déjà, ils rachètent aussi quand même beaucoup de boîtes. Ça d'accord, ça évidemment, là on peut les bloquer là-dessus, sur des rachats, sur des situations de monopole, mais sur des innovations, sur des lancements de produits et de services, c'est quand même difficile de les empêcher d'innover là-dessus. On revient dans un instant, la suite de ce De quoi je me mêle. Vous avez vu, il y a pas mal de sujets. On va parler, entre autres, de l'appli Tous Anti-Covid, de vote électronique aussi. Gardez un petit peu votre salive, messieurs, parce qu'on aura 2-3 trucs à dire là-dessus. La suite de quoi je me mêle sur 01 TV, sur BFM Business, et tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.